Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et qui dit mercredi dit les réponses aux commentaires qu'il y a eu sur la vidéo, la critique analyse de l'épisode de 905. Alors petit rappel ou petite mise au point par rapport à cette vidéo, il n'y aura pas de réponse, enfin de réponse aux commentaires qu'il y a eu sur les réactions live. Pourquoi? Parce que les réactions live, il y en avait beaucoup trop et j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Et deuxièmement, il n'y en aura pas non plus sur la critique analyse de l'épisode. Pourquoi? Parce que la critique de l'épisode, vous n'avez pas été beaucoup à la regarder et d'ailleurs ça m'a fait un petit peu mal. Mais c'est pas grave, je vais continuer à les faire parce que pour ceux qui ne font que suivre les épisodes, je sais que je suis l'un des seuls à faire des critiques analyses d'épisodes, donc on va continuer à les faire. Et surtout la plupart des questions, enfin des choses qu'il y a eu, vu que c'était un épisode qui était assez calme, il n'y a pas eu de gros rebondissements. Donc voilà. Alors on va commencer. Alors comme d'habitude, hein, comme la dernière fois, j'ai trié les commentaires que j'ai sélectionnés. Je les ai triés par catégorie. Je me rappelle plus quelles sont les catégories exactement, mais là on va commencer un petit peu par ceux qui m'ont fait marrer, les petits divers. Donc on commence par Jean Joker 69. Bon, comme je pourrais jamais le faire dans un SBS, j'essaye ici. Je déclare ouvertes les questions-réponses du chapitre 905. Et franchement, Jean Joker 69, ce commentaire m'a foutu une patate. T'imagines pas. Une petite référence comme ça par rapport au SBS d'Ichiro Oda dans One Piece. Franchement, t'es un mec génial. Julie Guadin, je me rappelle de ton avatar. Alors si tu as mal à la gorge, c'est parce qu'il fallait pas me crier dessus. C'est pas des figurines, ce sont des statues. Je crois que je vais m'en souvenir longtemps. Je ne referai plus l'erreur XD. Alors oui, là, alors voilà. Alors pour la petite histoire... Julie Guadin, et moi aussi maintenant je vais me rappeler très très longtemps de toi. C'est une personne qui est venue me voir à la Geeks Day, puis à un moment elle a dit: ah, elles sont super belles tes figurines. Et là mais quand je te dis que je lui ai gueulé dessus, je te jure, je lui ai gueulé dessus. Il y avait Max qui était juste derrière et je lui ai fait: ah, c'est pas des figurines, c'est des putains de résine, enfin c'est des putains de statues. Et ce qui se passe, c'est que quand je dis que j'ai gueulé dessus de façon amicale, hein. Sinon ce serait désabonné de ma chaîne, elle serait partie, puis elle aurait été marqué le doc, en vérité c'est un gros con. Donc voilà, alors voilà, j'ai choisi ton commentaire parce que ça me fait super plaisir, et je le répète encore une fois, l'un des plus beaux aspects de mon métier, c'est d'aller en convention et de parler avec vous et d'avoir des anecdotes comme ça et de savourer les trucs. Donc voilà, ma petite Julie, j'ai très très hâte de te revoir l'année prochaine à Lille ou dans une autre convention. Voilà, c'était le petit coucou. Sniper King, coucou Polo, salut le doc, un peu déçu du chapitre car beaucoup de youtubeurs avaient prédit ce qui se passerait à la rêverie Dragon et son plan d'attaque et que Fujitora allait abolir les Shichibukai. Du coup, durant ce chapitre, j'avais même pas de sourire comme ça comparé à toi qui avait une super réaction comme ça. Donc là, il met plein de petits smileys. D'ailleurs, je me demande toujours si des fois tu en joues un peu trop dans tes réactions, parce que si tout le monde serait comme toi, on en aurait déjà parlé dans un journal. J'espère que tu l'as pas mal pris. Après, il fait une petite référence au niveau de tout ce qui est les rois et tout ça. Donc ça, pareil, on va en reparler plus tard. Mais c'est surtout pour le début de son message que je reprends. Alors là, il y a deux choses. Là, j'allais faire ça, c'est trois choses, mais il y a vraiment deux choses. C'est un peu le syndrome qui est en train de se passer. Et hier, j'ai lâché un tweet là-dessus. Justement parce que là il y a un éditeur, l'éditeur en boss qui gère justement, qui suit Ichiroda. Il a dit oui, la rêverie va faire 10 chapitres, il va se passer plein de trucs, blablabla, blablabla, blablabla. Et je pense, et là je redis ce que j'ai dit, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas retenu la leçon de ce qui s'est passé au niveau de comment ça s'appelle, de Toadland. C'est-à-dire que Toadland, on nous avait dit, ouais, il va se passer ça, blablabla, et il y en a beaucoup qui s'attendaient à plein de choses, et vu ce qui s'est passé, ils ont été déçus. Je prends One Piece comme il vient. Ça m'a servi de leçon parce que j'ai été aussi comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, je prends beaucoup plus de recul, et oui, c'est vrai que beaucoup l'avaient vu, que Dragon allait arriver et qu'il allait avoir le fait que Fujitora voulait que les Shichibukai soient annulés et qu'ils soient là-bas. Mais voilà, c'est même si on le sait, moi je suis content de le voir. Et tu demandes si des fois je ne joue pas un peu trop dans mes réactions, je te dirais oui. Mais oui, pourquoi? Parce que comme
et c'est pour ça que j'étais vachement content quand j'ai regardé la FAQ du joueur du grenier, qui est pour moi l'un des exemples, vraiment de mes idoles. Ce qui se passe, c'est que quand lui, il fait, je me rappelle plus le nom exactement, mais quand il fait des revanches, voilà, c'est ça, il hurle et tout ça, et il le dit bien. En vérité, quand il joue normalement, quand il n'y a pas la caméra, il joue normalement, il gueule un petit peu, mais c'est tout. Donc moi, s'il n'y avait pas la caméra ou quoi que ce soit, je savourerais le chapitre, mais pas autant. Là, ce qui se passe, c'est que vu que la caméra est là, vu que je fais quelque chose, tous les inhibiteurs dans ma tête sont ouverts. C'est-à-dire que je suis réellement comme le petit Doc super fan de One Piece, il est à l'intérieur de moi. Et il est super content, il exulte. C'est un peu, vous prenez comme le film de Pixar, où on a les émotions à l'intérieur, puis il y en a certains qui prennent les commandes. Et bien quand le chapitre arrive, quand la caméra est en place, il y a le petit Doc qui est fan de One Piece, qui prend les commandes, il fait ok, les gars, partez, là c'est moi qui vais m'amuser, puis là on va vraiment savourer. Et le but, c'est que quand je lis un chapitre, je ne me projette pas dans le chapitre. C'est-à-dire que quand je lis le chapitre, je ne cherche pas à comprendre ce qui va se passer. C'est pour ça que je ne veux pas avoir de spoil. Parce que si j'ai des spoils, obligatoirement, je vais savoir un petit peu ce qui va se passer. Là, je veux vraiment le découvrir. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je t'ai projeté, c'est complètement parti. Je savoure le travail d'Ichiro Oda tel qu'il me vient dans la gueule. Et c'est pour ça. Donc voilà. Voilà, j'ai profité de ton petit message pour faire la petite mise au point. Alors, Léo Solar, je sais pas du tout comment le prononcer, je vais t'appeler Léo tout simplement. Salut Doc, très bonne analyse comme d'habitude. J'avais juste une petite question pour les réponses aux commentaires, rien à voir avec le chapitre, mais j'ai une question que je me pose depuis longtemps. La nature exacte de Franky, robot avec des sentiments humains ou humain avec des capacités de robot. Si robot qui l'a créé, comment il a sa propre conscience, ça m'intrigue trop. Très bonne vidéo et gros soutien le Doc. Alors, pourquoi je réponds ça? Parce que j'ai trouvé ça sympa et ça va aussi me permettre de parler de quelque chose. Franky, c'est tout simplement un humain qui s'est robotisé et il s'est robotisé lui-même. Pour s'améliorer, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il est encore avant l'ellipse des 2 ans, son dos, il n'est pas couvert de métal parce qu'il ne peut pas travailler dans son dos. Il s'est travaillé comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand tu as des questions comme ça, va sur One Piece Wiki ou Wikia. Oui.fr. Ces mecs font un super taf. J'en ai vu un qui est venu, l'un des modérateurs est venu me voir durant la Geeks Day à Lille. On a beaucoup parlé. Il y a le Big Boss aussi qui fait un super taf. Il était présent dans le live, donc je te fais un gros coucou. Comme d'habitude, je me rappelle pas des pseudos, mais je pense que voilà, ça te fera plaisir. J'ai énormément de respect pour ces mecs-là qui font un taf de fou bénévolement. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un chapitre qui sort, dès qu'il y a un épisode qui sort, ils font automatiquement la mise à jour dans le site. Donc si vous avez des questions sur One Piece, comme moi, parce que je ne suis pas une encyclopédie sur One Piece, il y a des choses que je me rappelle plus, surtout au niveau des noms, j'ai des très gros problèmes, j'ai des très grosses lacunes, et bien ça me permet d'aller faire des recherches et trouver les petites perles, les petites infos dont j'ai besoin, que j'ai connues à une époque, mais que je me rappelle plus maintenant. Donc voilà, j'ai choisi ton commentaire. Pourquoi? Parce que je veux faire un gros coucou et un gros soutien à OnePieceWikia.fr, qui n'est pas qu'une simple copie de celui qui existe en anglais. Il y a ça aussi, je l'ai déjà lu, hein. Ouais, mais ils ne font que traduire. Non. Les mecs font vraiment un taf parce qu'il y a des informations qui sont sur le FR qui ne sont pas sur la version anglaise. Donc encore une fois, gros respect à vous. Monkey D. Alex, bonjour le Doc, vidéo pertinente et tu es sûrement l'un des youtubeurs qui parle de One Piece qui fait le plus de recherches, alors bravo, tu magnifies l'œuvre d'Ichiro Oda. Désolé, je viens de manger quelque chose. Oui, c'est le matin, je suis encore au petit-déj. Alors, déjà, Monkey D. Alex, merci pour ce début de commentaire qui me fait super plaisir, même si j'ai pas eu le temps de bosser la critique analyse comme j'aurais vu. Et justement, tout à l'heure, quand on va parler du taureau vert, on va parler d'un truc que j'ai pas eu le temps de parler parce que j'ai pas eu le temps de faire autant de recherches que je voulais, surtout vérifier les infos que j'avais lues. Donc à part ça, je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais un personnage apparaît, il se nomme Attache, le moustachu qui accompagne Morgan avec son appareil photo. Il apparaît au chapitre 436
c'est celui qui prend en photo les avis de recherche. C'est par exemple lui l'auteur du premier avis de recherche de Sanji, où c'était un dessin qu'elle avait oublié d'enlever le cache de l'appareil photo. Alors ça, c'est un parfait exemple où je l'avais noté sur ma feuille et j'ai commencé à en parler en vidéo, mais j'étais tellement parti dans un délire que au montage je l'ai complètement annulé parce que je bégayais trop, puis j'étais trop crevé, puis ça allait pas. Oui, on a eu cette information. Alors pour ce mec là qui s'appelle Attache, on avait eu cette information justement dans un SBS. J'ai plus le numéro exact du SBS, mais c'est vraiment Ishiroda qui l'a donné. Et en un sens, c'est vraiment ça qui est génial, c'est-à-dire que Ishiroda met toujours une multitude d'informations dans ses mangas. C'est toujours un plaisir de retrouver toutes les infos. D'ailleurs, j'ai repris longtemps le chapitre pour essayer de chercher et j'ai pas trouvé Absolum, pas Absol c'est un coucou, un coucou youtubeur, Absolum, j'ai pas trouvé Absalom. Autant pour moi. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit là, ça aurait été cool. On passe à la suite. On va parler maintenant un tout petit peu des rois. On va commencer par Raven 42 000. Alors, ce que lui, il a dit, il y en a beaucoup qui me l'ont dit aussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi son commentaire. Salut Doc, alors perso, autant j'ai aimé ce qui se préparait pour cette rêverie, autant je n'ai pas aimé les nouveaux pays représentés, car comme tu l'as dit, ce sont des caricatures, et j'ai trouvé ça beaucoup trop gros. D'habitude, quand Oda faisait des références à des pays ou à des personnages existants, c'était plus subtil. Là, ça m'a sauté au visage, et ça m'a un peu sorti du chapitre, comme si on avait collé un truc qui n'avait rien à faire ici. Ce n'est que mon ressenti, bonne continuation à toi le doc, et One Piece c'est la vie. Alors ce n'est pas que ton ressenti, c'est le ressenti de beaucoup de personnes. Et en un sens, c'est normal, parce que oui, tu as parfaitement raison, quand on connaît le Ishiroda qui est beaucoup plus subtil. Sauf que là ici, ce sont vraiment des caricatures. Et en un sens, c'est pour faire vraiment la dissension, pas la différence qu'il y a avec des gouvernements comme celui-ci et aussi des gouvernements comme Dressrosa, comme Alabasta, où les personnages sont beaucoup plus humains, où les personnages sont, où on s'identifie beaucoup plus à certains, à certains, comment dire, à certaines personnes. Voilà, c'est ça. Où il y a encore un petit peu de fatigue. Le fait qu'il ait mis des caricatures de l'autre côté permet aux personnes étrangères qui font partie de cette caricature de se projeter à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, quand on a Stelly qui est complètement débile, mais qui a Marie-Antoinette, on a eu l'information de Marie-Antoinette, pareil, j'ai mis dans l'autre papier qui est là-bas, mais qui était dans la présentation de ceux qui étaient déjà arrivés à la rêverie. C'était entre l'arc Zou et entre l'arc Toadland. Le fait qu'on sache que Stelly était de dos et qui faisait penser un petit peu à la tenue de Napoléon, et qu'on voit que sa femme faisait penser à Marie-Antoinette, on était heureux que Ichiro Oda ait pris un clin d'œil de la France. Là, il a pris un clin d'œil des États-Unis, il a pris un clin d'œil du Mexique, d'ailleurs on va voir ça tout à l'heure, il a pris un clin d'œil du Maroc, il a pris un clin d'œil, c'était quoi l'autre, de la Russie. Oui, ce sont des stéréotypes, mais ce sont des stéréotypes amicaux. C'est ça que je veux dire comme ça. Donc, moi je l'ai plus pris comme une sorte de rigolade, comme un truc qui détend, et qui vient dédramatiser un petit peu ce qu'il va y avoir plus tard. Et justement, en parlant de France, on va parler un petit peu de Stelly. Dans la réaction là, ou dans la critique analyse, justement, j'ai dit que quand Stelly il parle, il dit ça va être repris d'ailleurs dans un autre commentaire tout à l'heure, il dit des mensonges, mais qui sont quand même des vérités. Par exemple, à un moment, je dis que quand Stelly nous dit qu'il y a qu'on peut attraper des maladies rien qu'à leur contact, en vérité, là, il y a Akoko qui met Zoro a battu un homme poisson de la bande de Odi qui avait des tentacules et un poison. Alors ça, il y a des Y et des U dans son nom. Il s'appelle Yuzu. Bah oui, c'est lui. Ah là là, j'ai vraiment pas de tête, hein. Il s'appelle Yuzu, qui lui, oui, pouvait produire du poison avec ses tentacules. Et en un sens, ce que dit Stelly, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'il a eu écho de ça,
mais c'est quelque chose qui est réel. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça, on va basculer sur le deuxième commentaire. Et le deuxième commentaire est de Sébastien Rameau. Très intéressant ce que tu as dit sur Stélie. Il dit la vérité, mais il n'est pas cru. Et ça me fait furieusement penser à Cassandre. Dans l'histoire de la guerre de Troie, la fille du roi a reçu le don de voir l'avenir, mais a pour malédiction que personne ne croit ce qu'elle dit. Ainsi, elle savait que les Grecs allaient envahir la cité grâce au cheval de Troie, mais personne ne pouvait la croire quand elle essayait de les avertir. Dans One Piece aussi, les révolutionnaires qui vont s'infiltrer à Marijoa, dans One Piece aussi, les révolutionnaires qui s'infiltrent à Marijoa et Sabo déguisé en soldat, comme un cheval de Troie, Stélie sans le coup venir, mais personne ne va le croire. Et ça, c'est vraiment très très bon, parce que j'adore aussi tout ce qui était la mythologie, et oui, j'avais pensé à Cassandre, justement, mais j'avais pas fait le parallèle après avec le coup que les révolutionnaires vont être cachés, c'est comme un cheval de Troie, parce que oui, là, il y a les armées, vous connaissez l'histoire du cheval de Troie, où c'est la statue, enfin, la statue en bois du cheval, qui est une sorte qui pense que c'est un cadeau, justement, parce qu'ils ont gagné la guerre, et en vérité non, c'était un piège, parce qu'il y avait tous les soldats qui étaient à l'intérieur et qui après vont attaquer. Et bien là, c'est la même chose, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui les avertit, mais les autres ne veulent pas le croire, et c'est ça qui est vraiment génial. Et le traitement de Stélie dans One Piece, il est bon, parce que au-delà du mec qui est complètement débile, au-delà du mec qui est complètement con, il y a derrière une putain de référence. Et justement, il y a un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que Sébastien Rameau a mis ça, et vous pouvez remarquer en dessous qu'il y a 73 pouces positifs. Donc voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que moi, si j'ai pas le temps ou si j'ai l'oubli de le faire, vous êtes une communauté qui est tellement intéressante, qui est tellement bien, que vous n'hésitez pas justement à mettre des commentaires comme ça, parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont regarder. Et là, j'en profite encore une fois pour faire la petite parenthèse, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que au-delà de mes vidéos, au-delà de ce que je fais dans mes vidéos, je sens aussi qu'il y a un forum, il y a une émulation qui se crée dans les commentaires. Chose qui commence à partir de plus en plus au niveau de YouTube. Donc voilà, donc c'est beau. Et voir qu'il y a 73 pouces positifs, bah moi ça me fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. On va passer maintenant au commentaire de Marvin Dallo. Salut le doc, moi je pense que Stélie joue un rôle idiot afin d'endormir les autres rois pour pouvoir dominer la rêverie, car je pense que la rêverie est une sorte de combat politique envers les différents pays représentants. Voilà, et surtout n'oublie pas, One Piece, c'est la vie. Alors je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que Stélie joue un rôle d'idiot. Stélie est vraiment un idiot fini. C'est un idiot fini. Donc voilà. Donc non. Par contre, t'as parfaitement raison que la rêverie va une sorte de combat politique. On le voit justement avec Black Drum qui veut se venger de Drum. On l'a vu justement dans les anciens quand il y avait Drum, encore lui cet idiot, Wapple, qui avait eu une altercation avec... on va y arriver, hein. Avec qui ? Avec Alabasta, voilà c'est ça. On voit aussi qu'il y a le pays de Xinjiao, dont je me rappelle plus le nom, mais qui veut dire le pays des cerises, non, le pays des fleurs, je crois que c'est ça, qui a un problème justement avec Wano Kuni. Donc oui, il peut encore une fois, il peut se passer vraiment, à part les révolutionnaires, il peut vraiment se passer des trucs super intéressants. On va prendre maintenant le dernier commentaire au sujet des rois. Il s'agit de Riku, dans le sens, j'ai choisi Riku pour le dernier roi, hein. Voilà la petite chose. Pour le roi Tacos, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est une phrase qui vient de Zapata, et non pas Zavata, hein, qui lui est un clone, Emiliano Zapata, qui est un révolutionnaire mexicain, qui a fait la révolution en 1910, mais ça a complètement foiré, et il a dû après s'exiler. On voyait quand même que dans les années 10, hein, ça commençait à foirer un tout petit peu. Il y en a beaucoup aussi qui ont fait l'allusion par rapport à Che Guevara. Ils ont dit que c'était Cuba, mais là, on est bien au niveau du Mexique. Et c'est ça qui est bien, encore une fois, parce que ça... Je ne l'ai pas dit dans ma critique analyse, mais c'est bien que vous l'ayez dit. D'ailleurs, il y en a aussi beaucoup qui ont bien apprécié les petits commentaires que j'ai fait sur Lincoln. Le fait que, pourquoi Ishiroda, il a dit que le mec, il dit je ne me retourne jamais. C'est parce que quand il fait quelque chose, il y réfléchit et il va toujours à fond. Donc tu vois, au-delà de la caricature du pays, il y a quand même toujours des petites informations historiques qui sont vraiment excellentes. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai autant d'admiration pour Ishiroda. Voilà. Bon, bah on va passer à quoi maintenant? Très bonne question.
Alors on va passer aux révolutionnaires et aux questions aussi qu'il y a sur les Tenryubito. Donc là il y a 2 commentaires que je vais mettre en même temps. Samir Suleiman, encore une fois, gros coucou à toi, je sais que tu laisses beaucoup de commentaires. J'ai toujours cru que c'était les Tenryubito qui avaient créé le gouvernement mondial et le gouvernement mondial. Et donc le gouvernement mondial a toujours été l'ennemi des révolutionnaires. Quelqu'un peut me confirmer si c'est vrai ou pas, merci. Et après le deuxième commentaire, c'est je commence à un peu m'embrouiller. La marine est une force militaire comme dans notre pays qui a un rôle exécutif. Le gouvernement mondial est plus législatif. Il gère la marine, le Cypherpole Impelden et j'imagine les lois et les relations interpays. Et enfin nous avons les Tenryubito qui sont essentiellement un rôle de nobles. Ils ont une vie de plaisir et donnent leurs ordres au gouvernement mondial quand ça leur chante. C'est bien ça, point d'interrogation. Eh bien c'est Romain en plus creusenet. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la réponse de l'autre question qui était juste avant par rapport au gouvernement mondial. Oui, c'est bien le gouvernement mondial qui, après l'ellipse des 100 ans, il y a 800 ans, a créé le gouvernement mondial. C'est-à-dire c'était les 20 pays gouvernants. Les 20 rois qui ont décidé de partir, qui ont décidé de créer Marijoa tout en haut de Redline, et ils ont décidé de vivre là-bas. Et c'est comme une sorte de grosse monarchie, c'est-à-dire que c'est que du plaisir, que la grosse noblesse, qu'on a absolument rien à foutre, mais ils ont un pouvoir dirigeant. Et le pouvoir dirigeant, c'est le Conseil des 5 qui le fait. Mais le Conseil des 5 est quand même aux ordres des Tenryubito. Et à partir de là, le gouvernement des 5, lui, contrôle la marine et donne les ordres à la marine. Donc voilà un petit peu le truc, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de faire. Et d'ailleurs, j'avais prévu il y a très très longtemps de faire une vidéo comme ça. Donc un jour, parce que j'ai pas le temps, si un youtubeur veut faire plaisir à plein de gens, ça serait sympa de faire des petites vidéos comme ça. Je vois bien un petit Flippy faire une vidéo comme ça. Mais encore une fois, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps de travail au niveau du montage, mais qui intéressent presque personne. À part des gens qui veulent vraiment s'intéresser, les gens, ce qu'ils demandent, c'est des putains de théories de merde ou des putains de projections sur le futur. Et c'est ça qui fait des dons de vues. Donc si là je viens faire mon petit coup de gueule, mais s'il n'y a pas de vidéo comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui en ont marre de faire des vidéos où il n'y a que 5000 vues, alors qu'il y a un putain de taf derrière. Alors qu'après il y a des vidéos qui ont aussi beaucoup de taf. Enfin on laisse tomber, On passe à la suite. Ouais, vaut mieux passer à la suite. Après, on a Romance Down. Salut, je me demande si les révolutionnaires n'avaient pas pour but de récupérer le fameux trésor sacré de Marijoa dont parle Doflamingo à l'eau sur Dressrosa. Et ça, c'était normalement avec un autre commentaire que je sais pas si j'ai gardé. Oui, voilà, qui était juste avant et que j'ai complètement zappé, qui est de Byakumo. Il y a un truc important qui est dit dans ce chapitre, c'est Koala, qui dit que le véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito. Et ça reprend ce que j'ai dit juste avant. Et oui, c'est les putains de nobles qui servent absolument à rien, qui gâchent tout. Donc, faut les destituer. Et c'est ça la guerre qu'il va y avoir entre la déclaration de guerre. Et oui, peut-être qu'en vérité, et ça on l'avait dit, peut-être que les révolutionnaires vont prendre le trésor sacré de Marijoa. Pourquoi? Parce que le trésor sacré de Marijoa, comme l'a dit Doflamingo, quand le peuple il sera complètement dégoûté, il voudra destituer les gouvernements en place. Enfin, le gouvernement, les Tenryubito, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Oui, voilà. Alors, YTM Studio, t'as laissé beaucoup de commentaires, t'étais aussi là dans le live, donc un gros coucou à toi. Il commence à y avoir certaines personnes que je commence à mieux reconnaître que d'autres. Salut le doc, je veux pas remettre en question l'intelligence des dragons et des révolutionnaires, mais c'est impossible qu'ils réussissent. Pourquoi? Alors c'est très simple. Faisons juste le décompte des ennemis qu'ils rencontreront. Déjà, il y a 2 amiraux de la marine, qui sont Ryokugu et aussi Fujitora. Ce n'est pas rien. Ensuite, probablement, le CP0, étant donné que l'événement, ils seront probablement là pour la sécurité. Mais qui d'autre qui est supérieur à l'amiral en chef, qui vit à Marijoa? Oui, les 5 immortels du gouvernement mondial. Donc, s'ils portent bien leur nom, ils seront des ennemis redoutables. Je vais en remettre une couche, mais au moindre avertissement, Sakatsuki et toute la marine peut débarquer à Marijoa. Je ne pense pas qu'Oda ait autant insisté sur la proximité de New Marineford par rapport à Marijoa pour rien. Bonne chance les révolutionnaires. Et ça, t'as parfaitement raison, si et seulement si ils voulaient faire la guerre. Ils viennent là pour faire une action qui va foutre un bordel monstre et ils vont repartir. C'est seulement qu'un coup d'éclat qu'ils vont faire.
Ils vont pas, leur but n'est pas de tout de suite destituer. Le but est de déclarer la guerre et après il y aura la guerre. Parce qu'avant de faire la guerre, faut la déclarer la guerre. Donc voilà, donc t'as raison, il y a beaucoup, donc c'est pour ça qu'ils sont pas tous partis, c'est pour ça qu'il y en a encore qui sont restés. Bello Betty, avec qui j'ai fait un petit poker, un petit street poker hier, justement, eux ils sont encore restés là-bas. D'ailleurs j'ai fini à poil, hein, c'est moi qui ai perdu. Hein. Comme quoi que je suis complètement nul. Donc voilà. Et j'ai pris ton commentaire parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont cette optique où ils pensent que il va y avoir une grosse confrontation. Non. Alors peut-être que le plan d'infiltration va complètement foirer. Ça par contre, je dis pas. Et si ça foire, avec tous les gens qu'il y a sur place, là par contre, ça risque un petit peu de tuer. Juste un petit peu. Voire même un petit peu beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une autre information qui est vraiment pas mal que je viens juste de me rappeler. Mais c'est que Lafitte, qui est l'un des bras droits de Barbe Noire, avait réussi, lui, à aller jusqu'à Marie-Joa sans l'ascenseur. Donc ça montre qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent venir. Enfin, je dis ça, je dis rien. On va passer maintenant à Ryokugu. Alors, franchement, dans ma critique analyse, j'ai voulu vous parler de quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de faire les recherches. Cependant, j'ai fait les recherches. Et tout ce que j'aurais pu vous dire durant la critique analyse, eh bien, j'aurais pu vous le dire parce que en vérité, c'était vrai. Parce que c'est ça, c'est parce qu'il y a un site qui est super bien où il y a pas mal d'informations, mais à chaque fois que je vais dessus, je vais essayer de chercher, et puis après, je me dis, là là, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Donc après, j'ai pas mal de recherches, mais là, j'avais pas le temps. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que le premier commentaire va être de Nicolas Bismuth, ça me dit quelque chose. Ah, voilà. Taureau vert, pas besoin de manger. Photosynthèse, certainement, donc fruit végétal ou la limace Elisa qui fait de la photosynthèse. Sinon, super vidéo. Donc oui, vous avez été super beaucoup nombreux à me dire aussi qu'il y aurait peut-être un fruit du démon qui serait lié au fruit ou quelque chose. Et ça reprend une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps avec les futurs fruits du démon, où il y avait un fruit du démon qui était végétal. Enfin, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on va passer tout de suite à la suivante, qui était de Wolef, Ryokugu, fruit du démon du tardigrade. Alors oui, je connaissais pas cette bestiole, et j'ai fait des recherches, et cette bestiole est complètement folle. C'est une bestiole qui... Alors, en réalité, c'est un groupe de bestioles qui fait... alors, je vous fais sa tête, qui fait à peu près 1 mm. Et elle est presque indestructible. Alors, elle n'est pas immortelle, elle est presque indestructible. Et ce qui se passe, c'est que le problème du corps humain, ou le problème du corps de toute chose vivante, c'est l'eau. C'est ça le gros problème. Et cette bestiole a la faculté, dans ses gènes, de se déshydrater. Et quand elle est confrontée à quelque chose de vraiment très grave, des radiations, la sécheresse, le climat, le gel, etc., elle enlève l'eau qu'elle a en elle, et elle devient plus qu'un élément solide. Et donc elle ne peut pas être attaquée, parce qu'elle devient comme une sorte de pierre, comme une sorte de matière. Elle n'a plus ce côté vivant. Et quand les conditions reviennent normales, à partir de là, par un procédé, je ne sais plus lequel, parce que c'est tellement scientifique, elle redevient vivante. C'est un petit peu comme dans un autre système, dans un autre truc, c'est qu'il y a une sorte de poisson qui vit très bas dans un truc vraiment très froid, et en vérité dans son sang, normalement son liquide corporel devrait geler, et si ça gèle, le liquide s'amplifie et ça éclate. Enfin, parce que c'est la petite taille, et ce qui se passe c'est qu'elle a de l'antigel, elle a créé une sorte d'antigel dans ses fluides corporels, et ça lui permet justement de devenir, de ne pas geler. Donc voilà, tout simplement. Et le coup que je vous parle du tardigrade et qui enlève tous ces fluides corporels et qui devient un objet, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au niveau de la momification. C'est-à-dire que par un procédé qui dure 2000 jours, 2 fois, eh bien, il arrive à enlever tous les fluides corporels et en étant en un état de... C'est-à-dire que c'est le mental qui contrôle le corps. Et ça lui permet d'être dans un état de semi-vie, entre guillemets, moitié... Enfin, parce que quand ça devient une momie, c'est plus un truc vivant. Donc, vous voyez, là, le truc qu'une bestiole arrive à faire, eh ben, il y a des humains qui arrivent aussi à le faire, mais en beaucoup plus dur. Et par contre, eux, après, ils reviennent pas. Ils sont morts, hein. C'est fini.
Après, le petit commentaire de mon petit Calice que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait trop fun que Ryokogu soit la personnification de Misako Nozawa. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la voix de Goku et elle a même créé un studio d'enregistrement pour former les seiyuu. Donc, et c'est une personne qui est vraiment géniale, elle a 83 ans. Si mes souvenirs sont bons, car la silhouette m'y fait penser, même à l'arrache cette critique analyse de qualité le doc, bah ça me fait super plaisir, parce que encore une fois, quand j'ai sorti la vidéo, j'ai même dit à Flippy, j'ai dit putain j'ai presque honte de ce que j'ai sorti, mais je pouvais pas faire autrement. Alors voilà, donc ça déjà je l'avais pas vu du tout, mais t'as parfaitement raison, et ça viendrait un petit peu me rassurer sur le fait que moi je veux absolument, et je dis bien je veux, non, je sais pas je veux, J'aimerais beaucoup que l'amiral soit une femme. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien. Ça apporterait quelque chose. Je pense que ça apporterait quelque chose. Alors, au niveau de la représentation, puis on voit qu'au niveau des cheveux, on voit aussi qu'elle a une mâchoire qui est assez carrée, donc ça pourrait aussi coller. Donc, pourquoi aussi? Pourquoi? Ben, c'est une très bonne question. Parce qu'on sait justement que Ichiro Oda, les amiraux, il les a pris par rapport à des acteurs. Et là, je vais vous sortir un petit truc qui est marqué juste ici, parce que c'est ça les recherches que j'avais faites, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus au fond. Et là, j'ai réussi à trouver la trace du film, donc j'ai pu lire, et il s'avère que c'est parfaitement vrai. Il y a une personne sur internet, il y a quelques jours, il y a à peu près 4 jours, qui a laissé l'information que l'amiral serait peut-être l'acteur, la base de l'amiral serait peut-être l'acteur Shoshi Harada. Et ce qu'il faut savoir, alors pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit ça parce que déjà le mec, il a une super culture au niveau du japonais. Au niveau culture japonaise, au niveau cinématographie et tout ça, il a un truc de fou. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a regardé un film qui s'appelle Ronin-Gai. Et ce qui se passe, c'est que c'est un film de 1990. Et ce qui est bien, c'est que dans ce film, il y a l'acteur. Alors, je fais ça parce que j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Il y a l'acteur qui a servi de base pour faire Fujitora. Et cet acteur est Shintaro Katsu. Donc déjà, par rapport à Fujitora, il avait regardé, le mec est impliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si que moi, si j'avais le temps, et je le ferais, si j'avais le temps, je regarderais les films où les amiraux apparaissent. Pour regarder un petit peu les différentes confrontations, et il a vu un truc qui est vraiment excellent, et c'est là où on voit que le mec, il est quand même un niveau bien au-dessus du mien. C'est-à-dire que dans ce film-là, il y a les deux acteurs, c'est-à-dire Yoshio Harada, on va y arriver, et Shintaro Katsu, qui serait bien sûr l'amiral Taureau Vert et aussi Fujitora. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que dans ce film-là, ils ont tous les deux une sorte d'amitié et une sorte de rivalité. Chose qu'on reprend exactement au niveau de Marijoa. Et l'autre truc qui est vraiment aussi génial, c'est que ça, on ne l'a pas nous, mais il y a eu des onomatopées en japonais donnant le rire justement de Ryokogu. Et le rire qu'il y a est exactement le même rire que cet acteur Yoshio Harada dans le film. C'est vraiment génial. Et aussi dans le film, le mec, il adore les gonzesses. Donc voilà, c'est-à-dire que... et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que le mec, quand il a dit... alors, il y a le mec Yoshiro Harada, clac, 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 tapé sur ordinateur, regardez. C'est-à-dire qu'il n'a pas tapé le nom pour essayer de trouver... Parce que même la silhouette qu'on a du personnage n'est pas une vraie... On ne voit pas le visage, on n'a qu'une silhouette, on ne voit que des cheveux longs, on ne voit qu'une mâchoire. On ne voit pas un visage en entier. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire que lui, il s'est basé sur le rire possible, le caractère du personnage et aussi le fait qu'il y ait le même film avec l'acteur qui a joué Fujitora et qu'il y ait une sorte de rivalité, d'amitié entre les deux. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Donc pareil, dans les commentaires, dites-moi si vous l'aviez vu ou si vous le saviez. J'ai le hockey. Maintenant, on va passer un petit peu à Vegapunk, parce que Vegapunk, ça vous a bien plu ce que j'ai dit. Donc là, on va reprendre un petit peu. Donc c'est Julien Tonnel. Salut le doc, ravi de t'avoir rencontré lors de la Geekzé. Donc coucou à vous. Je voudrais revenir sur les révolutionnaires et sur Vegapunk. On sait que Kuma est un révolutionnaire et qu'il avait encore toute sa personnalité lors de sa rencontre avec Vegapunk. Pour moi, tout ce qui va se passer lors de la rêverie et lors de la guerre qui va venir a commencé lors de cette rencontre. Je pense que Kuma était mandaté par Dragon pour infiltrer le gouvernement mondial
mondial pour justement préparer cette guerre. Kuma s'est rapproché de Vegapunk et ces deux-là ont fait un pacte. Pour moi, Vegapunk travaille pour les révolutionnaires et joue un double jeu. Ce qui expliquerait pourquoi Kuma s'est laissé manipuler comme ça. Et je pense qu'on reverra le vrai Kuma bientôt. Du coup, je pense que Vegapunk travaille sur les pacifistas car il connaît bien Fujitora et les amiraux. Il a eu vent du projet de Fujitora de destituer les Shichibukai. Du coup, il travaille sur les PX pour donner l'occasion à Fujitora d'avoir des arguments pour destituer les Shichibukai. Or, il a déjà été dit au début de l'œuvre que l'équilibre du monde tient sur le fait qu'il y ait les Yonko, les Shichi et la marine. Si on enlève les Shichibukai, on crée un déséquilibre. Ce déséquilibre sera compensé par l'ajout de nouveaux PX. Mais si mon raisonnement du début est le bon. Voilà. Lors de cette guerre, tous les nouveaux pacifistas se retrouveront contre le gouvernement mondial et la marine, ce qui fragilisera fortement le gouvernement mondial et permettra aux révolutionnaires de prendre l'avantage et de mener à bien leur mission et de destituer les Tenryobito. Alors, ce que tu dis ici, ça reprend un petit peu une théorie que j'avais fait très longtemps quand j'avais parlé justement de l'avenir des Shichibukai. Et j'avais parlé on voit bien que Kuma était une personne qui était proche des Mugiwara, le fait que ce qui s'est passé à Shabondi les a aidés, le fait qu'il ait protégé aussi le bateau. Et comme j'avais dit, la meilleure façon pour une personne d'être infiltrée, c'est de ne pas être au courant qu'elle est infiltrée. De ce fait, mais ouais, en un sens, c'est ça la phrase, que Vegapunk enlève toute l'humanité de Kuma, permet à Kuma de ne pas se trahir lui-même. Et peut-être qu'à un moment, il va se passer quelque chose, un mot code de la part de Dragon, une action qui va être intentée, va permettre, par un programme caché à l'intérieur de Kuma, de re-uploader la véritable identité, le véritable Kuma qu'il est. Et ça pourrait être pas mal. Et après, on peut imaginer que Kuma ait la main mise sur les autres pacifistas. Et ça serait vraiment excellent. Donc voilà, j'ai choisi ton commentaire parce que ça reprenait vraiment quelque chose que j'avais dit très longtemps. Et je trouve que c'était quand même assez bien exprimé. Donc voilà, petit coucou, voilà. Alors maintenant, on va passer sur le gros pavé qui est de Sokez Boli, le doc. Je ne sais vraiment pas comment et pourquoi la théorie d'un Vegapunk ayant fait des robots à la fruit, à la X-Men tueur de pirates peut te réjouir. Tant à mon sens, ça ne montre que Oda n'a vraiment pas fait l'effort au niveau des primes et des chasseurs de primes. Oui, je suis lourd de revenir là-dessus. Alors, j'ai choisi ton commentaire parce qu'il était très structuré et on va pouvoir un petit peu en parler ensemble. Dans ta vidéo Luffy sous-estimé ou surcoté, réponse aux commentaires du chapitre 903, tu nous as expliqué que les primes montraient uniquement la priorité et la dangerosité, et puis qu'à un certain niveau, c'est la marine et les amiraux qui devaient arrêter les poids lourds du game. Dans ce cas, Oda aurait créé des robots surpuissants pour arrêter des pirates de bas étage. Non. Pour moi, il a créé les PX pour remplacer les Shichibukai. Et là, on reprend le commentaire qui était juste avant. C'est pour ça qu'il y a quand même des logiques dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'il a bien expliqué qu'il y avait un équilibre qui a été créé. En réalité, c'est le triangle. Le triangle. Tu as la marine, les Shichibukai et tu as les 4 empereurs. Et d'ailleurs, je crois que je me suis planté dans le triangle parce qu'à un moment, les Shichibukai sont avec le gouvernement mondial, avec la marine pour pouvoir pallier la puissance des amiraux. De la marine. Je dis peut-être une connerie. Donc faudra que je rebosse ça un petit peu, mais là encore une fois, tous les trucs comme ça, je le fais de tête et pour moi c'est ça. Le problème des Shichibukai, c'est qu'ils ne sont pas contrôlables. Et tu le dis très bien et on va le reprendre justement tout à l'heure. N'est-ce pas déjà ce qu'on est capable de faire les pacifistas que les pacifistas vont accomplir de plus que les corsaires qui ne faisaient déjà rien. Battre des randoms n'est vraiment pas intéressant vu qu'à un certain niveau la marine prendrait le relais. On détruit un système qui en remet un. On détruit un système pour en remettre un qui à mon sens ne change pas la donne. Vraiment super. Visiblement la solution de Vegapunk serait d'utiliser dans le nouveau ou se regrouper toutes les pointures et substituer des robots aux chasseurs de primes et de la facilité. On va lire la suite, on fera le truc après. Même si on admet que les modifications de Vegapunk donnent aux pacifistas des fruits du démon, qu'en est-il de l'imagination? Et c'est vraiment là-dessus que même si sur le début je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi les pacifistas vont permettre de pallier le gros problème des Shichibukai, c'est-à-dire le fait qu'ils n'écoutent pas aux ordres.
On l'a vu justement quand il y a eu la destitution de Crocodile et qui justement ils ont demandé à Marie-Joa de réunir tous les Shishibukai pour essayer de trouver un nouveau. Il y en a que 2 qui se sont déplacés, 3. Il y a Kuma, on va y arriver. Il y a Kuma, Doflamingo et Mio qui est venu. Et encore Mio qui est venu un petit peu en retard. Donc voilà, c'est-à-dire que quand la gouvernement mondial donne des ordres aux Shishibukai, les Shishibukai s'en foutent totalement. J'allais dire s'en battent les couilles, mais il y a bois en code dans le tas. Donc je peux pas dire ça. Et aussi le fait qu'ils sont obligés de fermer les yeux sur des atrocités que eux commettent, vu qu'à la base ce sont quand même des pirates. Le fait d'avoir des pacifistas qui pourraient avoir un gros pouvoir va permettre d'avoir l'avantage des Shishibukai, c'est-à-dire leur puissance, sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire leur libre arbitre et le fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ce qui est en un sens un libre arbitre. Cependant, ce que tu dis après est parfaitement logique et ça je ne l'avais pas vu et c'est génial que tu l'aies marqué. Mais si on admet que les modifications de Vegapunk donnent aux pacifistas des fruits du démon, qu'en est-il de l'imagination? Les fruits du démon ne prennent que toute leur ampleur parce que son utilisateur est imaginatif. Ce qui rend un fruit du démon puissant, c'est l'imagination de son utilisateur et non pas l'inverse. Luffy en est le parfait exemple. Donnons le fruit de la lenteur, neuronomie de Foxy à un mec imbibé de Haki, ça vient totalement de foirer. Surpuissant pallie déjà le gros point faible de ce fruit et te donne un truc complètement abusé. Un amiral aussi bon que Akainu qui éveille son fruit comme ça, c'est juste trop fort. Poussons la logique jusqu'au bout. Si Vegapunk arrive à implanter de l'imagination au pacifista, à quoi servirait pour le gouvernement mondial la marine au juste un robot qui est plus facilement manipulable et obéit aux ordres? Tu as parfaitement raison sur le fait qu'un fruit du démon n'est puissant que grâce à l'utilisation de son détenteur. Et c'est ça la grande force de One Piece. One Piece donne un pouvoir complètement badass à quelqu'un, mais si le mec il est idiot pour pas savoir comment l'utiliser, ça sert à rien. Un utilisateur de fruit du démon a un fruit du démon complètement nul, mais il a une putain d'imagination, il peut faire plein de trucs absolument géniaux dedans. Le fait que tu dis que si on imagine une folie, les pacifistas ont la puissance d'un fruit du démon et en plus l'intelligence de l'utiliser correctement par rapport à des protocoles, à quoi servirait la marine? La marine sert tout simplement à maintenir une relation humaine entre le peuple et le gouvernement. Il est là comme police pour gérer la moitié, les trucs. C'est pas parce que tu as un GIGN c'est pas parce que le GIGN a été créé qu'il y a des GIGN dans toutes les gendarmeries. T'as une gendarmerie de base. Les mecs sont là pour être en relation entre nous et le gouvernement, pour maintenir un semblant d'ordre dans le monde, dans la ville, en France. C'est exactement pareil au niveau de la police. C'est exactement pareil au niveau de l'armée. T'as différents grades, t'as différentes technicités qui ne sont pas utilisées pour la même manière. C'est-à-dire que si Vegapunk crée... Moi, ce que je vois, c'est que les nouveaux PX qui peuvent créer, c'est vraiment pour aider la marine à haut niveau à neutraliser les grosses menaces. C'est exactement le rôle des Shishibukai, tout en ayant le contrôle sur eux. Donc voilà. Alors on me dira oui, mais c'est pour empêcher la protection diplomatique des Shishibukai quand ils prennent en otage des royaumes. C'est exactement ce que j'ai dit avant. Mais ça, je répondrai que ce sont des faits anecdotiques car il n'y a que 2 Shishibukai qui ont fait cela. Et dans les 2 cas, il y en avait un qui avait une protection parce qu'il venait d'en haut et qu'il sait des choses. D'ailleurs, la vie de Doflamingo nous montre que la marine l'a plutôt assez épargné, même quand il était pirate. Et si Crocodile n'a pas pu l'être aussi, c'est parce que Smoker était tout juste faible. Et d'ailleurs, il est resté. Ça, c'est méchant pour Smoker. S'il est impossible de les arrêter, Doflamingo et Crocodile n'auraient pas été coffrés, même après leur défaite. Et là, t'as raison, mais il faut prendre aussi le cas Webble. Le cas Webble est un cas où le mec il blaste plus qu'il ne devrait et ils arrivent même pas à le contrôler. Donc voilà, le problème c'est que même s'il y en a un ou deux, c'est un ou deux de trop. Donc voilà, c'était ça. Mais la manière dont tu as structuré ton commentaire
et bah je ne peux que applaudir. Et encore une fois, merci de laisser des commentaires comme ça sur la chaîne. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réponse aux commentaires. Encore une fois, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais pas faire des réponses aux commentaires des commentaires, mais entre vous, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous répondre et vous mettre aussi des pouces bleus. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous, laisser des commentaires. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.